Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis celui qui est perdu en plein milieu du mois de la fantaisie, je suis trouillé et j'ai décidé justement de vous parler de mes lectures du mois de mai, de cette première moitié du mois de mai. On se retrouvera évidemment à la fin du mois pour voir ce que j'ai lu en entier, mais comme j'ai déjà lu pas mal de choses, j'ai un petit peu envie de vous en parler, en tout cas je pense que ça va être long. Je ne sais pas pourquoi j'accentue à ce point les dernières syllabes de mes phrases, mais je ne vais pas faire ça pendant toute la vidéo, je vous rassure. Donc sans plus tarder, je lance ce générique iconique. Vous avez été nombreux à me dire « Mais Trouillet, pourquoi tu veux changer le générique? Il est très bien !» C'est super gentil, merci, c'est moi qui l'ai fait. Tout simplement parce qu'il y a des droits d'auteur et qu'à chaque fois, ça m'énerve de voir que ma vidéo est copyrightée, ou en tout cas qu'on me dit je risque un jour d'avoir un procès avec le groupe Ivy et je devrais m'embêter à refaire toutes mes vidéos, j'ai pas envie. Donc voilà, je termine mon petit truc, je lance le générique qui me coûte beaucoup d'argent. Non, je plaisante, il m'autorise à l'utiliser. On se retrouve juste après. J'ai profité de ce mois de la fantaisie pour me lancer dans une lecture qui me donnait envie depuis très longtemps, puisque j'avais entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, ah quand même, Trouillet, il faut que tu essayes, je pense que ça peut te plaire. Je parle évidemment de The Sword of Kaigen de M.L. Wang, l'épée de Kaigen de M.L. Wang. Kaigen, c'est un empire inspiré du Japon dans un futur extrêmement lointain et dans un univers de fantasy, puisqu'on est à peu près autour des années 5000. On est dans un monde qui mélange technologie et absence de technologie, je dirais, en tout cas tradition et modernité, comme même dire les émissions. Et dans cet empire-là, on se concentre sur un petit village situé près d'une montagne qui est en gros chargé de la défense de l'Empire. Ils occupent une frontière qui est essentielle. Et en gros, si on veut attaquer l'Empire, il faut d'abord attaquer ce petit village. Donc tous les habitants ont une responsabilité, ils s'entraînent, il y a une école d'arts martiaux, une école pour apprendre à manier les armes, et ce village est chapeauté depuis tout le temps par la famille Matsuda. On va se concentrer sur les différents membres de la famille, notamment la mère Misaki et le fils Mamoru. La mère qui est en conflit avec, j'allais dire, son mari, avec son rôle, avec son statut, et qui ne sait pas trop quel est son rôle ou quelle est sa place. Et le fils, lui, qui essaie de maîtriser la dangereuse technique des Matsuda, tout en acceptant de devenir un guerrier et d'accepter aussi, j'allais dire, cette violence et ce qu'on attend de lui. Dans cet univers-là, vous avez une magie qui est proche de celle, j'allais dire, de Avatar, c'est-à-dire des personnages qui sont capables de mobiliser un élément pour se battre. Et là, en l'occurrence, les Matsuda utilisent l'eau et la glace pour affronter leurs adversaires. Vous avez le feu, vous avez le vent, voilà. Présenté comme ça, moi, ça me donnait très envie. Une histoire dans un univers inspiré du Japon, avec un personnage central qui est une mère. J'étais vraiment très motivé. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas aimé cette lecture. Ça a été une très grande déception. Si vous comptez la lire, je vous conseille quand même de le faire. Et si vous l'avez lu, je vous conseille aussi de me dire ce que vous avez aimé. On pourra en discuter. Moi, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a fait que cette lecture est mal passée. Voilà, et vous me direz si c'est moi qui suis vraiment passé à côté, si vous l'avez ressenti aussi, mais peut-être dans une moindre mesure, parce qu'après, nos goûts, nos couleurs et nos expériences sont différentes. Mais pour moi, ça a été une grosse déception. Surtout par rapport à la réputation du livre. Vraiment, Goodreads, il est à 4,5 étoiles. J'ai vraiment lu des commentaires extrêmement dithyrambiques sur la qualité de cette œuvre. Je l'ai trouvé un peu quelconque, je suis désolé. Voilà. Ne me tuez pas. Alors, premier problème que j'ai eu dans cette lecture. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas de spoil. Vous savez bien, moi, je ne fais jamais ça, ou alors j'annonce avec des gros warnings. Première lecture, premier problème, je trouve que le début est vraiment difficile à comprendre, parce que c'est comme dans tout univers de fantasy, il faut intégrer beaucoup de notions d'un coup, et donc l'autrice s'est dit, je vais donner un nom à chaque pouvoir, à chaque technique, à chaque unité de temps ou de lieu,
Ça, c'était vraiment très pénible. Les personnages disent à chaque fois oh, il sera là dans 2 tagadas de soins. Et j'étais, c'est quoi des tagadas de soins? Enfin, au lieu de dire 2 secondes, vraiment, c'était difficile. Alors, je me disais, bon, c'est normal, c'est comme ça dans Brandon Sanderson. Là aussi, au début, il y a plein de mots, on comprend pas et c'est pas simple. Mais moi, je trouvais ça vraiment lourd. Il y avait parfois un abus de oh, sa JA avait attaqué mon machin et j'étais. Je viens à peine de commencer le roman, sachant en plus qu'on a 2 points de vue et 2 temporalités qui sont présentées. Donc là encore, on change rapidement d'un village à une ville, d'une époque à une autre, avec des personnages différents qui ont parfois des surnoms, des noms. Waouh, je me suis accroché. Je comprenais pas toujours, mais voilà, j'ai dû vraiment m'obstiner pour les 100 premières pages. Après, ça allait mieux, ça s'est un peu calmé. Mais au début, je ne comprends rien. Voilà, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Cette incompréhension, elle est aussi liée, j'allais dire, au monde que je trouvais un peu incohérent ou un petit peu mal fait. L'idée, c'est que cohabite dans ce monde une technologie très avancée qui est proche de la nôtre et une technologie qui est extrêmement ancienne et qui, justement, elle, j'allais dire, est proche du Japon féodal. Quand on est dans le petit village, on est vraiment dans un Japon féodal où les personnages n'ont pas de voiture, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de téléphone. Et de l'autre côté, dans le reste de l'Empire, ben, vous avez des avions, vous avez des buildings, ça se coordonnait pas très bien. Et justement, les passages au début où on est à la fois sur le village et la ville, je trouvais que c'était très étrange et ça contribuait juste à me perdre. Parce que ben ouais, le flashback dans le passé où il y a des buildings et des hélicoptères, ça rajoutait de la confusion pour moi. Je trouvais aussi que le livre, en fait, ne savait pas, voulait mélanger trop de choses. C'est-à-dire que, par exemple, le passé de la mère, de Misaki, on sentait que l'autrice avait envie de se faire, je sais pas, une sorte de plaisir à la My Hero Academia, puisque dans son passé, qu'on apprend très rapidement, elle est un rôle un peu de super-héros. En tout cas, elle est dans un groupe d'amis où ils sont donnés comme défi de combattre le crime. Et donc, on suit comme ça pendant 50 pages Misaki qui saute de building en building pour affronter la pègre, pour capturer des bandits avec ses amis, qui lancent des boules de feu et tout. Et je, je sais pas, moi, ça me sortait du roman. Je dis, mais j'ai pas signé pour ça. En plus, je savais que c'est un flashback. J'espérais que ça allait pas durer tout le roman. Mais pour moi, c'était un peu hors roman. Et ça, je l'ai appris. Après, c'est que l'autrice, elle a une autre trilogie. Et en gros, elle essaye un peu de nous la vendre, ou en tout cas, elle met pas mal d'éléments dans le roman pour essayer de nous vendre cette autre trilogie, ou en tout cas cet univers. Donc dès qu'elle peut, elle va étendre et nous dire il y a aussi ça, mais vous pouvez pas le découvrir dans ce roman. On ne fera que l'aborder pendant 50 pages. Ok, sacrée stratégie. J'ai commencé au bout d'un moment à être comme dans ma lecture, et j'ai trouvé que après le flashback de la mère, qui était un peu lourd pour moi, on a des réflexions extrêmement intéressantes et extrêmement pertinentes sur le rôle d'une femme, notamment à cette époque, comment elle doit se comporter, comment elle doit être, et on est vraiment à l'intérieur de Misaki qui réfléchit à tout ça. C'est complètement effacé, c'est complètement soumise à un mari qui est vraiment affreux, qui est froid, qui est dur, qui maltraite d'une certaine manière ses enfants, qui n'a pas été là pour elle. Et elle joue ce rôle d'épouse idéale, de mère idéale, en se disant, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux être? Et elle ne sait pas trop. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Vraiment, je m'étais dit, ah chouette, si ce roman-là commence un peu à vraiment démarrer et à s'intéresser à cette histoire-là, plutôt que le fils qui commence à découvrir des trucs sur l'Empire, que l'Empire avait caché au village ou je sais pas quoi. Et c'était un peu mal abordé, je trouvais qu'on comprenait jamais très bien les vraies découvertes. Et je vous dis, pour moi, il y a un agencement très mauvais entre le village, l'Empire et on comprend pas très bien les relations. Enfin, moi, j'ai vraiment pas très bien compris. Vous allez dire, ouais, t'es aussi pas très malin. Ce qui est vrai, complètement vrai. Et le problème, c'est que quand j'ai commencé à être dans le roman,
Il y a un événement qui arrive au milieu du roman, qui est un événement très 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 long et énorme, et ça prend, je pense, une centaine de pages. On n'en voit pas le bout. C'est un événement extrêmement important. J'ai trouvé un peu long honnêtement, mais surtout passer ça, il reste encore une centaine de pages, et on se dit, mais il va y avoir quoi de plus? Il va y avoir quoi de plus que cet événement-là? Je sais pas, moi dans ma tête j'imaginais un roman de fantasy, j'imagine à un moment donné Misaki partir avec son épée et affronter, je sais pas, les 8 dresseurs de chaque dojo pour tuer l'empereur, enfin j'en sais rien. J'avais plein d'idées, mais passé cet événement-là, en fait il ne se passe vraiment, vraiment pas grand-chose. On attend la fin, on a une conclusion qui arrive au bout, j'allais dire 200 pages. Moi cette conclusion ne m'a pas plu du tout. Je pense que certains peuvent aimer cette conclusion-là. Moi, j'ai pas du tout aimé cela. Et ce que ça sous-entend, et ce que ça évoque, enfin bref, ça je peux pas l'expliquer, c'est du spoil, mais cette fin m'a vraiment dérangé. Sauf que passé cette conclusion, il reste encore 100 pages. Et l'autrice, à ce moment-là, dans ces 100 pages, nous vend potentiellement... Alors, est-ce que c'était un prochain roman, mais a priori, elle le fera pas, c'est annulé, il y aura juste l'épée de Kaigen, ou sa trilogie, mais elle évoque des intrigues qui n'auront pas de fin, qui ne se termineront pas, et elle les évoque vraiment dans les 100 dernières pages, où on a l'impression que l'histoire est finie, et qu'on nous fait lire les chapitres du tome suivant. Et donc les 100, hein, vraiment je vous jure, ces 100 pages, je les ai trouvées d'une longueur et d'une lourdeur absolue, je n'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce roman mêlé de briques et de broc? Je vois en fait l'intérêt du roman, je l'ai compris, je l'ai vu, le côté Avatar, j'ai adoré le fait que ce soit un personnage féminin et qui plus est une mère qui a son point de vue, sur qui on se concentre, sur ses états d'âme, sur ce qu'elle veut faire, qui cherche à se battre aussi, mais j'ai trouvé que ça mélangeait trop de choses qui n'étaient pas assez maîtrisées et qu'en réalité on avait de bonnes idées écrasées sous une montagne de lourdeur et d'éléments pas maîtrisés. Vous avez aussi des dialogues qui sont parfois très 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 longs, je les trouvais un peu redondants, où on n'avance pas. Je suis vraiment désolé, je pensais vraiment aimer ce roman-là, et je pensais vraiment le vendre sur ma chaîne et dire « Waouh, il faut absolument lire l'épée de Kaigen et tout ». En réalité, pour moi, c'est vraiment pas une obligation. Je sais pas comment il est classé, si c'est de la young adulte ou pas. Le monde était assez binaire sur, comme je vous dis, l'Empire qui gâche des secrets, ceux qui acceptent que l'Empire a des secrets vont le défendre à tout prix, et puis ceux qui disent, ben quand même, c'est pas très bien. Les réflexions de Misaki sur justement le mariage, la dévotion, l'amour parfois, honnêtement, on n'est pas loin parfois, je me dis, plutôt de la romantaisie, ou en tout cas, on est dans une œuvre qui se concentre vraiment davantage sur les relations de la famille et les relations peut-être pas amoureuses, mais entre elle et son mari. C'est vraiment une œuvre basée sur le couple, avec un univers de fantaisie quand même qui existe autour, puisque vous avez des éléments magiques qui apparaissent. Mais honnêtement, on peut presque les supprimer, hein. Vous enlevez tous les éléments magiques et vous leur mettez juste des sabres, des couteaux, etc. Ça marche tout autant. Voilà, c'est une longue review, hein. Franchement ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça, mais je pense que c'est aussi à la hauteur peut-être de ma déception. Et comme toujours, hein, le but c'est de susciter le débat, l'engouement, les insultes dans les commentaires, trouillés. Mais comment oses-tu? Ouais, je suis vraiment désolé, pardon. J'aime pas dire du mal d'un roman, et en même temps, enfin j'aime pas. Ça me rend triste de pas vendre un roman, de pas dire lisez-le, c'est bien. Et en même temps, vous le savez, hein, vous me connaissez, j'aime bien aussi détailler, creuser, partager un point de vue. Voilà. Après avoir lu l'épée de Kaigen, vous allez voir à quel point je suis cohérent, puisque j'ai lu l'épée de vérité de Terry Goodkind et pas Terry Goodking, comme j'ai pu le dire dans ma dernière vidéo. C'était une erreur, je le regrette, et je présente mes excuses à toutes celles et ceux qui ont été offensés par cette erreur, car mes vidéos normalement ne contiennent aucune erreur, c'est bien connu, vous le savez, c'est le principe de la chaîne. Bien, l'épée de vérité de la vieille fantasy comme on aime, puisqu'on retrouve Richard, un petit paysan, enfin c'est pas un paysan, mais il vit dans un petit village, même si son frère c'est le chef un peu de ce village, et il apprend qu'il est le sourcier, qu'il est destiné à vaincre le mal. Il va obtenir l'épée de vérité, et en compagnie de... comment elle s'appelle? Je ne sais plus.
M, ça commence par un M. J'ai envie de dire Moiraine, mais Moiraine, c'est dans La Roue du Temps, donc c'est Malane, Mara. Bon, on va l'appeler Morane. Voilà. Il rencontre Morane, une inquisitrice qui tente de fuir les forces du mal. Et avec cette fameuse Morane et avec son maître, et le magicien Z, oui, ça aussi, ça m'a perturbé. Ils partent tous les trois pour affronter le méchant Darkenral, qui cherche à s'emparer des boîtes, 3 boîtes en l'occurrence, et s'il ouvre la bonne boîte, il va devenir le maître du monde. S'il ouvre la mauvaise, il sera enfermé dedans. Donc Richard, qui 2 jours auparavant se contentait de couper du bois, doit désormais partir à l'aventure pour empêcher le mal de régner sur le monde entier. Donc c'est de la fantaisie classique, hyper cliché, stéréotypée, tout ce que vous voulez, comme on aime, parce que franchement, des fois, ça fait du bien de juste poser son cerveau et de lire des choses finalement assez simples. Le bien et le mal, avec le héros qui est très très gentil et qui veut vaincre le mal, mais dans sa quête du mal, il se pose des questions comme « Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que tuer c'est bien ? Est-ce que je dois céder à la colère ?» Avec un vieux maître qui lui dit « Non, la colère tu ne dois pas, le mal tu dois ne pas céder. » Enfin voilà, des choses comme ça. Franchement, ça fait du bien. C'est pas révolutionnaire, hein. N'attendez pas à découvrir la fantaisie sous un jour nouveau et vous dire oh, mais c'était ça. Non, c'est juste un peu ancien, un peu daté, un peu simple et en même temps c'est très très agréable. En tout cas moi j'ai passé un bon moment et j'ai envie de lire la suite. Ça franchement c'est bien. Vieille fantasy dit un peu tous les clichés de l'époque, avec le héros qui tombe immédiatement amoureux de celle qu'il vient de rencontrer et qui est une beauté mystérieuse. Et tout le roman, il passe à se dire mais je l'aime, est-ce que je peux être avec elle, est-ce qu'elle m'aime en retour? Et elle se dit un peu la même chose, je l'aime, mais est-ce que je peux, avec mon statut d'inquisitrice, avec ma magie, être amoureuse de Richard? Et voilà, ça va torturer nos héros qui se disent est-ce qu'on on peut être ensemble ou pas, on essaye ou pas, pendant les 650 pages, tout en, en essayant d'affronter le mal. Ça, c'est vraiment la tourmente de l'adolescent qui doit sauver le monde, et en même temps, ce qui l'inquiète le plus et ce qui l'empêche de dormir, c'est que sa copine souffre ou sa copine ne l'aime pas. Faut aimer, je dis pas que je vais aimer ça pendant 10 tomes, mais bon, bah là c'est les débuts amoureux de notre héros, pourquoi pas, allez, on s'autorise cet écart-là. En plus, à la fin, il y a quelque chose de... Chaque fois, je me dis, jusqu'où l'auteur va aller dans cette romance, ben, il va très 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 loin, je vous le dis. J'ai beaucoup aimé le méchant, le fameux Darkenral. Déjà rien qu'au nom, limite à chaque fois qu'on nous le présente, il est avec cette cape noire, il est méchant, il dit des choses très très méchantes à chaque fois. Et on a vraiment le cliché avec le point de vue du méchant dans son château, un peu à la, j'allais dire, au méchant un peu dans l'Inspecteur Gadget, parce que moi c'était un peu ma référence de l'époque, dans son fauteuil qui ricane en permanence, et au lieu d'aller tuer immédiatement le gentil, il est là en train de rire, ah, 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 tout ça fait partie de mon plan, Richard fait exactement ce que je veux de lui, et, et nous on est là, ben ouais, mais bon, t'es sûr ? Et vraiment, j'ai trouvé, enfin pour moi c'était mes points de vue préférés. Quand on avait Darkenral qui nous explique comment il est très méchant, comment il ne me respecte pas les femmes, comment le chef de son armée est encore pire que lui, mais du coup il l'aime bien parce que il est maléfique aussi, et c'est ridicule. Un passage que j'ai adoré, parce que justement il y a ce côté un peu ridicule, c'est Darkenral qui doit manger le cœur d'un garçon. Ouais. Donc il dit ah c'est dégueulasse, j'ai pas envie de manger ça, mais je dois le faire, ça fait partie du rituel pour amplifier mes pouvoirs. Donc il mange le cœur et en même temps, pour se forcer à le manger, il pense à quelque chose qu'il aime bien. Donc il pense à de la purée de carottes. Voilà. Et le grand méchant qui mange le cœur saignant d'un enfant innocent et en même temps il se dit ça me rappelle la purée de carottes que je mangeais quand j'étais bébé. Et j'étais mais incroyable, incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé. J'ai vraiment beaucoup rigolé. J'ai aussi découvert ce qu'on appelait la dark fantasy à l'époque.
La dark fantasy, à l'époque, c'est de créer un univers de fantasy dans lequel, en gros, toute violence peut être autorisée. Et c'est parfois toujours un peu étonnant parce qu'on a des personnages assez naïfs, on a des histoires autour de l'amour, ils se comportent un peu comme des enfants, les personnages, et en même temps, il leur arrive toujours des choses horribles. Le consentement n'existe pas beaucoup dans cet univers. Et quand un homme agresse une femme, généralement, elle est sauvée, mais avant qu'on la sauve, le méchant a quand même le temps de facilement la déshabiller, de la toucher à certains endroits, et on nous décrit un petit peu tout cela. Et il n'y a qu'au dernier moment où ça devient vraiment critique que là, quelqu'un ouvre la porte et dit «Non, tu ne toucheras pas à cette femme !» Ce qui à la fois permet de dire qu'on défend les femmes, et en même temps de permettre à l'auteur masculin de l'époque de se rasser un peu l'œil, de se mousser en se disant « Oh, qu'est-ce qui va arriver à la pauvre machine et tout ?» Bon, après vous me direz, dans l'épée de vérité, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que Richard est un jeune garçon qui va faire chavirer de nombreux cœurs, et de nombreuses femmes vont réfléchir à comment s'approprier l'amour de Richard et son corps. Bon, donc on a des sévices sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, et c'est ça qui est parfois un peu étonnant, je vous le dis, parce qu'il y a tout un contraste entre le côté parfois enfantin, le bien contre le mal, un héros qui passe son temps à pleurer sur «Oh, mais est-ce qu'elle est amoureuse de moi?» Et puis pendant ce temps-là, vous avez Machine qui doit se débattre contre 5 hommes qui projettent des choses sur elle toute la nuit. Enfin, c'est un peu étonnant, ça fait un drôle de mélange. Franchement, moi, je le prends avec beaucoup de distance parce que c'est de la vieille fantasy, comme je l'ai dit. Et évidemment qu'on n'écrit plus de la fantasy maintenant. C'est un peu parfois gratuit, parfois ridicule. Je pense que le simple fait que le méchant s'amuse à manger le cœur des enfants, ça suffit. On n'est pas forcément obligé de mettre à chaque fois nos héros dans des tensions. Sachant aussi, par contre, j'ai quand même trouvé qu'il y avait peut-être une différence de traitement. C'est-à-dire que le héros à qui on fait subir un certain nombre de, comment dire, de relations non consenties, j'avais l'impression que c'était plus suggéré et que c'était aussi moins condamné. Voilà, il y avait, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que Richard avait les mêmes traumatismes ou les mêmes horreurs que sa compagne Morane. Donc, j'ai trouvé parfois que c'était un peu dérangeant. Clairement. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans l'épée de vérité, c'est qu'il y a une fin. On termine le tome 1, on peut s'arrêter au tome 1, on n'est pas obligé de suivre 15 tomes pour voir le mal être défait ou je ne sais quoi. Évidemment qu'on a tout un truc sur le mal va revenir, attention, et ainsi de suite, mais le tome en lui-même se suffit très bien, et ça, c'est chouette. On n'est pas obligé de se précipiter sur la suite immédiatement, j'ai envie de lire le tome 2, mais il n'y a rien d'immédiat, de nécessaire et d'impérieux. On n'a pas coupé en plein milieu où le héros est suspendu dans une falaise et on se dit mais comment il va faire pour s'en sortir. Non, non. Donc ça, ça fait du bien. C'est vraiment chouette. Et il se passe plein de choses aussi, vraiment, beaucoup de péripéties. Hein. Le héros rencontre des énigmes, des dragons, des magiciens, et, des sorcières, il doit résoudre plein de problèmes, tel point qu'à chaque fois je me disais, bon là le roman va se terminer et on enchaîne sur la suite, et non, le roman se terminait jamais, on nous rajoutait un dragon, un ci, un ça, enfin, c'est riche, c'est plein de choses. J'apprécie la nouvelle édition de Brajlon, je trouve ça chouette qu'on remette au goût du jour, remette en avant Terry Goodkind. C'est plaisant, voilà. C'est comme visiter de vieux monuments. On ne se dit pas, tiens, je vais y vivre, je vais y habiter dans cette basilique ou cette cathédrale. Enfin, et encore que ça peut être pas mal. Enfin, pas mal. Pour la chauffer, ça doit être compliqué comme en hiver. Mais c'est quand même toujours agréable de voir un petit peu ce qu'on faisait dans le passé et de se dire, ah ouais, tiens, à cette époque-là, les jeunes lisaient ça. Voilà. C'était ma critique de l'épée de vérité, mais globalement, j'ai quand même passé un moment sympa. Mais pas le temps de se reposer, puisque le défi est toujours en cours, et que, vous avez bien compté, je n'ai lu que 2 livres. Bon, en réalité, rassurez-vous, je suis dans la lecture de 2 autres œuvres qui sont quasiment terminées. Je vous laisse deviner lesquelles. Honnêtement, je pense que vous allez être un peu surpris, et j'aimerais bien enchaîner avec 2 œuvres suivantes. Ce qui va m'en faire 6 en tout, si j'y arrive. Après, je vois, là, on est le 18, ça veut dire 12 jours.
il va falloir que je choisisse des œuvres quand même qui sont petites à lire, mais franchement, j'en suis capable. Et ça m'a rappelé à quel point, quand je suis concentré sur des lectures, j'y arrive. Je m'étais fixé comme objectif cette année de lire 50 romans. Je suis pas du tout à 50, je suis même très en retard, je crois que je suis autour de 15, ce qui montre bien à quel point je n'ai pas beaucoup lu au début de l'année. Mais en réalité, je pourrais le faire si je me bougeais un petit peu plus. C'est tout à fait faisable. C'est toujours bien le mois de la fantaisie, c'est une manière de me mettre un peu un coup de pied aux fesses, ça me fait réagir, ça m'oblige aussi à m'occuper de ma chaîne, et ça, par contre, ça m'a fait mais alors tellement, tellement, tellement plaisir, et j'en revenais pas. J'ai pris énormément d'abonnés d'un coup. Vraiment, j'étais mais waouh, ça ne s'arrête pas, mais que se passe-t-il, mais qu'est-ce qui vous arrive? Là, on est bientôt 700. Vraiment, alors qu'il n'y a pas très longtemps, on était 550. Et je suis à la fois sidéré, je suis époustouflé, je suis très content. Mon objectif, c'est toujours les 1000 avant la fin de l'année, je sais pas, mais j'y aimerais bien. Et surtout, j'ai relu un post de l'année dernière qui est quasiment au même moment où je vous disais waouh, on est déjà 200, on est déjà 200, c'est incroyable. On est 700 quasiment là maintenant. Ça me dépasse. Mais en même temps, je suis tellement, tellement, tellement content, ça me fait tellement plaisir. Merci à tous, parce que quand je vous ai demandé, suggérez-moi de l'urban fantasy, vous avez été tellement nombreux et nombreuses à me dire, mais tu peux lire ça, tu peux lire ça, tu peux lire ça. J'ai une liste énorme de choses qui me tentent, des choses qui me tentent moins, mais en même temps, je suis curieux, j'ai quand même envie d'essayer, et je trouverais ça tellement drôle. Vous m'avez presque convaincu de lire à Cotard. Et pourtant, je pense que c'est pas du tout mon style. Mais je suis curieux et je me dis que ça peut être drôle aussi. J'ai la langue du serpent qui aime bien critiquer, je crois malheureusement. Et je me dis, après le Pont des Tempêtes 1 et 2, que j'avais quand même lu, est-ce qu'il ne serait pas temps de se lancer dans la vraie romance, urban fantasy Enfin, à Cotard, t'es pas de l'urban fantasy, enfin pas exactement. Mais du coup, en parlant d'urban fantasy, à Cotard est revenu dans différentes discussions. Et je me disais, ah, quand même, je me moque bien assez de ces romans sans les avoir lus, peut-être qu'il va falloir le faire. Bref, mes chers amis, mon verre d'eau est vide, j'ai ma gorge qui est desséchée. J'ai beaucoup parlé, je suis bien désolé, mais c'est toujours un grand plaisir de le faire. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de la fantaisie. On se retrouve très très vite pour le bilan, savoir ce qui a été fait réellement. Je vous remercie du fond du cœur, je vous dis à très très bientôt. Passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Bye bye.